vous retrouver dans ce nouveau webinaire qui est consacré à l'ORSA, donc un sujet d'actualité pour pas mal d'acteurs en Afrique, au Maghreb en particulier, notamment au Maroc et en Tunisie, suite à l'avancement du projet SBR, qui fait que ce sujet est le cœur de cette réglementation. Par ailleurs, le sujet tire son importance parce que ça peut être aussi une vecteur de transformation pour pas mal d'acteurs. Comme le début de chaque webinaire, donc nous commençons par présenter le cabinet. Donc Actualia est un cabinet de conseil en actuariat et gestion de risque. Nous comptons plus de 45 experts. Nous opérons avec plus de 120 clients récurrents pour 150 missions par an. Nous réalisons à peu près plus de 20% de croissance en chiffre d'affaires. Nous accompagnons nos clients, nos partenaires avec des valeurs très fortes, notamment la pédagogie, le professionnalisme, le pragmatisme et le partenariat. Euh, nous accompagnons nos partenaires sur tous les sujets et sur tous les strates de l'entreprise, au niveau stratégique, sur des projets type fusion-acquisition, des valorisations de portefeuille, mais aussi sur des sujets d'accompagnement de la gouvernance institutionnelle. Par ailleurs, nous intervenons sur les fonctions clés, notamment l'actuariat, la gestion de risque, la conformité ou l'audit interne, soit comme accompagnement des équipes internes, ou pour la mise en place de certains dispositifs comme l'ORSA, donc l'objet de ce webinaire, ainsi que certains dispositifs de plan de continuité d'activité ou de cartographie des risques. Et enfin, nous intervenons sur l'ensemble des dispositifs clés de la compagnie d'assurance. Ça peut être lié à des sujets d'optimisation comme la réassurance ou la revue tarifaire ou encore la mise en place de certains outils actuariels. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc je me présente, donc Anas Yousfi, je suis associé chez Actuelia Afrique, j'ai 17 ans d'expérience et je suis titulaire de 3 masters en actuariat, gestion des risques et droit des assurances. Au menu de ce webinaire, nous vous proposons 3 parties. Donc, une première, on va revenir sur les textes de référence ainsi que le contexte sur lequel cette obligation euh, est prise en compte. En deuxième partie, nous revenons sur les concepts clés et l'implémentation concrète de l'ORSA dans une compagnie d'assurance. Enfin, nous discuterons sur les défis, les opportunités que peut avoir la mise en place de ce processus. N'hésitez pas à interagir avec nous, notamment à travers le chat. Donc, nous traiterons les questions à la fin de la présentation. Tout d'abord, l'ORSA s'inscrit dans un contexte de régulation qu'on a observé ces dernières années, notamment au Maroc et en Tunisie, avec des régulations de type SBR, solvabilité basée sur les risques, qui s'inspire quelque part de ce qui existe en Europe avec solvabilité 2. D'autres pays ont déjà aussi pris en compte ce process, notamment l'Afrique du Sud qui en avance puisqu'il a implémenté dans sa réglementation locale dès 2017, donc en alignement avec le calendrier européen. Il y a aussi d'autres pays comme le Kenya et le Nigeria qui ont retenu ce principe. Alors, la structure de ces tendances de régulation s'articule autour de 3 piliers. Donc, premier pilier, on a tout ce qui est exigence quantitative, donc qui revient sur le calcul de l'exigence de capital, la définition de méthodes de calcul des provisions techniques, l'évaluation du bilan prudentiel, ainsi que les règles de tiering qui reviennent sur les critères d'éligibilité pour la couverture des fonds propres. Et deuxième pilier, donc, qui est relatif aux exigences qualitatives. Et dans ce sens, nous trouvons tout ce qui est relatif à système de gestion des risques, système de gouvernance, système de contrôle interne. Enfin, nous avons le troisième pilier qui revient sur des règles de reporting qui visent à renforcer la transparence vis-à-vis des régulateurs, des investisseurs, ainsi que vis-à-vis des clients. Donc, notre sujet aujourd'hui, l'ORSA, donc, il est bien sur le deuxième pilier, donc il est rattaché aux exigences qualitatives et particulièrement sur la partie mise en place d'un système de gestion de risque. Si on regarde les textes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce dispositif? En fait, nous avons l'obligation de mettre en place une stratégie des risques, des procédures, des process
de reporting ainsi que de politiques écrites qui doivent permettre à l'entreprise d'identifier, d'évaluer, de gérer, de reporter et de suivre en permanence les risques d'une manière individuelle et collective. Quelque part, en fait, ce système de gestion de risque, il doit être intégré dans la structure organisationnelle. Il doit aussi pris en compte dans les décisions de l'entreprise. Si on regarde les textes relatifs à l'ORSA, nous avons trois exigences. La première, c'est l'évaluation du besoin global de solvabilité. Le besoin global de solvabilité revient à définir en interne quel est notre niveau de solvabilité avec notre propre méthodologie et avec notre propre prisme. Dans cet exercice, le régulateur impose aux compagnies d'assurance d'évaluer leur solvabilité en prenant en compte le profil de risque, en prenant en compte aussi la nature de leur activité, de leur histoire, de leur ADN. Et quelque part, on va essayer d'évaluer le besoin de capital avec les prismes internes. La deuxième, on va dire, exigence par rapport à cet exercice de l'ORSA, c'est le respect permanent des obligations réglementaires relatives au capital requis dans le cadre de pilier 1, ainsi qu'au calcul des provisions prudentielles. Troisième exigence, c'est de vraiment euh, vérifier ainsi que prouver que en quoi nous avons un écart entre la formule standard et le profil de risque défini en interne. Quelque part, l'ORSA ici, à travers ces textes, euh, on cherche à avoir un lien entre la gestion des risques, la stratégie de l'entreprise, ainsi que la gestion de capital qui reste une nouveauté pour pas mal d'acteurs locaux. L'ORSA, c'est un outil de pilotage et les textes le précisent bien puisque, et- comme c'est défini dans certains articles, l'ORSA doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale et doit guider les décisions stratégiques de l'entreprise. Par ailleurs, le système de gouvernance, à travers son conseil d'administration aux instances qui émanent de ce conseil, notamment le comité d'audit ou des risques, doivent avoir un rôle très prépondérant dans ce processus. Par ailleurs, l'exercice ORSA, c'est un exercice qui peut être réalisé en fonction de l'environnement externe et interne de l'entreprise et doit être testé dès le moment qu'on a un changement dans le profil de risque. À titre d'illustration, en 2020, lors de la crise de Covid, pas mal d'assureurs européens ont transmis au régulateur le test ORSA Vision fin juin. L'ORSA, c'est un processus qui est décommenté et dans les textes, nous avons plusieurs exigences dans ce sens. Déjà, par rapport aux politiques de gestion de risque, c'est quelque chose où les compagnies d'assurance doivent se positionner, ils doivent exprimer, formuler, décrire c'est quoi leur appétit au risque par rapport à certaines catégories de risques, notamment le risque de marché, le risque de provisionnement, de souscription, le risque opérationnel. Et déjà par rapport à ça, ça reste une nouveauté par rapport à pas mal d'acteurs, puisque ça devrait être explicité par typologie de risque. Et il faut que les instances de gouvernance vraiment valident ce niveau, puisque ça donne aussi leur direction par rapport à leur appétit au risque. Par ailleurs, l'exercice ORSA, donc c'est un process qui devrait faire en cible l'objet d'un rapport qui est destiné au régulateur, qui doit reprendre toute la partie calculatoire et une partie qui est descriptive, qui revient sur les métriques, les référentiels des risques, ainsi que les choix qui sont retenus par les compagnies d'assurance. Dans cette deuxième partie, donc nous revenons sur les concepts clés et on va essayer illustrer tout ça avec des étapes clés d'implémentation. Donc, comme le montre cette slide, on peut schématiser l'implémentation de l'ORSA en 6 étapes. La première, c'est la définition de la stratégie et dans ce sens, on exprime notre appétit au risque et on définit qu'est-ce qu'on veut avoir comme niveau de risque. La deuxième étape, c'est l'analyse de notre propre portefeuille, de notre profil de risque et on essaie dans ce sens
de la décrire, de l'évaluer par rapport à ce qui peut différer par rapport à la formule standard. Troisième étape, qu'on peut le combiner avec la quatrième, c'est le calcul de BGS dans un horizon, dans l'horizon de plan, donc qui peut être sur 3, 4, 5, en fonction des business plans établis par les compagnies d'assurance. Donc, on projette le bilan ainsi que le CPC et on essaye de voir quelle est la résilience de notre bilan dans des conditions dans le scénario central, mais aussi dans des conditions défavorables des marchés financiers et de la souscription. Cinquième étape, c'est que ça consiste à définir des actions management qui permettent de revenir à l'équilibre ou à des niveaux acceptables lorsqu'on est dans une situation stressée. Dans ce sens, on peut imaginer des revalorisations tarifaires, faire appel à la réassurance ou encore une augmentation du capital. Enfin, nous avons tout le dispositif de suivi de surveillance qui doit être mis en place pour le suivi en infra-annuel et de vérifier que le profil de risque respecte bien notre appétit au risque. Si nous revenons sur la première étape, qui est l'appétence au risque, déjà, on peut la définir en trois niveaux, en trois strates. Déjà, au niveau global, et dans ce sens, on va l'appeler l'appétence au risque. Et c'est le niveau global que l'entreprise est prête à accepter pour réaliser son business plan. Et lorsqu'on réalise ce business plan, on prend en compte aussi l'horizon de ce plan, donc qui peut être sur plusieurs années. Euh, la tolérance au risque est une déclinaison de l'appétit au risque au global et qui, quelque part, peut se décliner par ligne de métier, par classe de risque aux branches d'activité. Et l'idée, c'est de voir en quoi, comment on peut respecter l'appétit au risque global. Après, nous avons le troisième niveau qui est les limites de risque. Et quelque part, ce sont des limites opérationnelles qui permettent de gérer le profil de risque et de vérifier si on respecte bien ou pas les tolérances de risque. Un exemple dans ce sens, on peut considérer une appétence au risque qui prend en compte le ratio de couverture. Ce ratio de couverture, ORSA ou pilier 1, donc on peut le décliner à un deuxième niveau par tolérance de risque et dans ce sens, on peut découper risque de marché, risque de souscription. Et là, on peut définir dans le cadre de la tolérance au risque des limites par SCR marché, SCR souscription. Après, pour le limite des risques, on peut définir des limites pour le SCR provisionnement, le SCR tarification ou SCR par branche, tout simplement, puisque dans le risque de souscription, nous avons les trois facteurs de risque, le risque de souscription, le risque de tarification, le risque de provisionnement et le risque. Pour que cet appétit au risque ait un certain sens, il est clair qu'il faut avoir des métriques et des indicateurs. Alors, généralement, en assurance, on trouve des métriques qui reprennent un petit peu la culture financière, à savoir le couple rendement-risque. Donc, rendement, on va prendre le résultat, la dimension résultat, et le risque, il est matérialisé par le référentiel fourni par SBR Solvabilité 2, à savoir le besoin en capital. Dans la pratique, certaines compagnies d'assurance utilisent plusieurs dimensions. Et parmi ces dimensions, donc on peut imaginer la solvabilité qu'on vient de mentionner, le résultat, mais aussi la valeur, oui, aussi, ainsi que certains risques opérationnels. Bien évidemment, l'objectif ici, c'est d'avoir des indicateurs concrets, observables, de sorte à piloter l'entreprise. Et bien sûr, il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent émaner de la déclinaison de ces dimensions-là, notamment le ROE ou le RORAC. Deuxième étape, c'est la description du profil de risque. Et donc, un profil de risque, ça permet d'étudier, d'analyser, d'évaluer l'ensemble des caractéristiques de risque propres à l'entreprise. Alors, ça revient à utiliser des méthodes quantitatives et qualitatives d'évaluation et ça prend en compte l'ensemble des strates de l'entreprise.
Par ailleurs, on peut le synthétiser cet exercice avec deux étapes. La première, c'est d'avoir un référentiel de risque et la deuxième, c'est d'avoir un référentiel, une métrique d'évaluation. Pour le référentiel des risques, pas mal d'acteurs ont commencé par ce qui est déjà retenu dans le cadre de la formule standard, puisque c'est déjà ce qui est déjà pertinent pour pas mal d'acteurs. À partir de là, donc on peut paramétrer certains calibrages que nous considérons propres à notre entreprise. Si par exemple on est monobranche ou par exemple notre historique s'écarte par rapport à ce qui était retenu dans le cadre de la formule standard, les compagnies d'assurance peuvent adapter le calibrage qui était retenu dans le cadre de ces risques. Les deuxièmes sources, on va dire, pour la construction de ces référentiels, c'est de prendre aussi les risques opérationnels qui sont pris en compte dans le cadre de la cartographie des risques internes. Nous rappelons ici que le risque opérationnel de la formule standard, il est calculé, évalué d'une manière très standardisée puisqu'il prend en compte le volume d'activité, soit volume de primes ou volume de réserve. Donc, dans cet exercice de l'ORSA, les compagnies d'assurance peuvent utiliser leur cartographie des risques opérationnels. Comme source de référentiel, on peut imaginer aussi tous les audits internes qui sont réalisés par la compagnie afin d'enrichir son référentiel. On peut imaginer aussi une approche top-down dans la mesure où certains administrateurs ou certains conseils d'administration ils peuvent avoir une certaine sensibilité par rapport à certains risques qu'il faudrait, qu'on peut intégrer dans ces référentiels. Par ailleurs, on peut faire appel à des référentiels externes ou des benchmarks pour retenir et enrichir notre référentiel de risque. Dès le moment qu'on a ce référentiel, donc on a la métrique donc, qui est relative aux besoins de capital, nous pouvons mettre en place une cartographie des risques. Pardon. Le capital ORSA ou le BGS, donc c'est un concept qui est très important dans le cadre de cet exercice. Alors ici, on va revenir sur les différences qu'on peut avoir par rapport à l'exigence de capital réglementaire qu'on retrouve dans les piliers A. Tout d'abord, la première différence est relative à l'horizon de projection. Dans l'ORSA, généralement, on essaie de prendre en compte la stratégie de l'entreprise, son stratégie de développement. Et donc, on doit prendre en compte l'horizon du business plan qui peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction de ce qui est retenu par l'entreprise. Donc, déjà, par rapport au SR, qui est une projection à 1 an, on est sur un horizon qui est plus large. Deuxième différence, c'est qu'on prend en compte l'ensemble des risques en intégrant les risques propres qui sont spécifiques à notre activité. Si on est par exemple un banque-assureur, ce n'est pas le même modèle qu'un mutualiste ou multinational assurance. Lorsqu'on est un banque-assureur, par exemple, on a un réseau de distribution qui est particulier avec un système de commissionnement et qui fait qu'on doit prendre en compte cette particularité. Et donc, ici, donc, on va essayer de prendre les risques de la formule standard ainsi que l'ensemble des risques, comme on l'avait dit tout à l'heure, avec d'autres référentiels qui sont propres à l'entreprise. Troisième élément, c'est qu'on est dans une projection donc au-delà de 1 an, donc 3 ans, 5 ans, 10 ans, et donc qui fait qu'on doit intégrer aussi la stratégie de croissance de l'entreprise, l'évolution de son chiffre d'affaires et son business, son mix produit futur. Et donc, on doit prendre en compte cet élément-là et voir si on est capable de financer cette croissance avec les capitaux disponibles aujourd'hui. Enfin, c'est aussi un exercice qui permet de voir le comportement de notre bilan, notre bilan dans des situations extrêmes des marchés financiers ou de la souscription. Et l'idée ici, c'est de vérifier, c'est que dans ces conditions, est-ce qu'on serait capable de rester dans notre appétit au risque et auquel cas, si on n'est pas, si on n'est pas en mesure de faire ça, quelles sont les actions managériales qu'on peut mettre en place?
La définition des stress, donc ça c'est un exercice qui s'inscrit, on va dire, dans la construction de l'appétit au risque. Pas mal d'acteurs considèrent ça comme une input de l'exercice ORSA, or que c'est vraiment une forme d'appétit au risque. Quelques billes, quelques pistes pour faire cet exercice, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur les facteurs de risque qui sont dominants par rapport à notre activité. Euh, comme je l'ai dit, donc si on est monobranche, donc faut bien vraiment se concentrer sur le facteur le plus pertinent par rapport à notre activité de souscription ou fonction de notre stratégie de placement, de prendre quel est le facteur qui varie fortement notre solvabilité. À partir de la définition des facteurs, donc, on peut prendre en compte des scénarios macroéconomiques, donc des scénarios qui combinent plusieurs facteurs, facteurs de souscription, de facteurs financiers, de facteurs aussi opérationnels, pour voir quelles sont les situations stressées. Et dans ce sens, il faut avoir des choses qui sont plausibles. Donc, on ne va pas chercher forcément des situations extrêmes, mais on va voir sur le raison de plan qu'est-ce qu'il peut avoir comme situation dégradée. Dans cet exercice de définition des scénarios, il faut être vraiment raisonnable et rester sur un nombre de scénarios qui est contenu, qui est plausible, réalisable. Généralement, on est entre 5 10 scénarios. Dans la définition des scénarios, il est très important d'avoir euh, l'engagement et aussi la compréhension et l'implication des instances de gouvernance, puisque derrière, c'est aussi une façon d'exprimer son appétit au risque. Bien évidemment, dans cet exercice, on voit bien le lien entre l'appétit au risque, donc ce qu'on est prêt à accepter par rapport à la définition des situations défavorables. Donc, c'est clair, lors de l'implémentation, il faut faire cet exercice d'une manière itérative. L'allocation de capital, donc un sujet qui est nouveau pour pas mal d'acteurs, et dans ce sens, on peut l'imaginer en deux sens. Donc, en vision top-down, ou à partir de laquelle on va commencer par un niveau agrégé, qu'on va essayer de décliner par entité spécialisée. En l'occurrence, ici, nous avons une entité non-vie, une entité vie, assistance et takaful. Et donc là, on peut imaginer un capital ou des fonds propres qui sont disponibles à un instant T. On va les décliner par entité. Par la suite, on va les décliner par tolérance au risque. Et dans ce sens, la déclinaison va se faire par famille de risques, risque de marché, risque de souscription, risque de contrepartie. Puis par la suite, on va avoir une déclinaison par sous-famille de risques comme risque action, risque de taux, risque de change. Et à partir de là, nous avons notre déclinaison de l'appétit au risque par cascade. On peut avoir l'autre approche, c'est-à-dire en vision bottom-up, c'est-à-dire en commençant par la profil de risque, on essaye de remonter. Donc, on commence par rapport à ce qui est déjà comme indicateur présent au sein des entités et on essaye de consolider pour arriver à l'appétence au risque global. Dans cet exercice, souvent, les groupes vont devoir échanger sur tout ce qui est relatif à le partage de la diversification, puisque en consolidant, il y a bien évidemment un gain de la diversification qu'il faudra réallouer. Dans ces slides, donc, nous présentons ce que ça veut dire le BGS avec le business plan. Donc là, nous prenons l'exemple d'un stress test en prenant certaines situations défavorables qui peuvent impacter notre solvabilité future. Donc, dès le moment qu'on projette, donc, en supposant qu'on est sur l'exercice 2022, qu'on se projette sur 5 ans et que notre PMT il est défini sur 5 ans, si on constate que par rapport à un scénario stress donné, nous avons un ratio de couverture inférieur à ce qui était défini
comme appétit. Et si l'exemple qu'on a ici, c'est vraiment le 100% comme minimum de solvabilité. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre en compte cette insuffisance dans le besoin global de solvabilité qu'on a calculé à fin de l'exercice 2022. Et donc, quelque part, les déficits futurs qu'on constate par rapport à des situations stressées, il faut les prendre en compte dans les besoins de solvabilité actuels. Dans ce BGS, donc, on va prendre en compte, on va le comparer par rapport aux fonds propres disponibles. À partir de là, on essaie de voir est-ce que les fonds propres disponibles permettent de couvrir ce BGS ou pas. Si il le couvre, tant mieux. S'il ne le couvre pas, il faut revoir soit notre business plan. Donc, dans ce cas-là, il faut le dérisquer, donc réduire un petit peu soit les engagements, soit notre exposition par rapport à certaines familles de risques. Donc, ça peut être, par exemple, par une revue de l'allocation stratégique en réduisant la poche action. Ça peut être aussi par faire appel à la réassurance en transférant davantage de risques. Ça peut être aussi par une augmentation de capital. Alors, dans cette troisième partie, donc, nous revenons sur les défis, les opportunités de la mise en place de ce processus. Alors, tout d'abord, l'ORSA, c'est un process transverse qui impacte pas mal d'activités. Alors déjà, par rapport au processus budgétaire, euh, on voit qu'avec la dimension solvabilité qui est nouvelle, souvent par rapport à la performance, donc le résultat, les compagnies d'assurance sont assez outillées puisqu'ils ont déjà de contrôle de la gestion, de la finance, qui projettent le business plan en captant, en regardant, évaluant, contrôlant la dimension résultat. Par contre, dans le cadre de l'ORSA, nous avons une nouvelle dimension ce qui est relative à la solvabilité. Et dans ce sens, qui fait la projection par rapport à ces risques et qui définit ces risques. Il est clair que ce sujet de l'ORSA fait le lien avec un autre sujet qui est les fonctions clés. Et dans ce sens, il est clair que demain, les fonctions de gestion de risque auront une place plus importante par rapport à ce qui existe aujourd'hui. L'exercice ORSA aussi, c'est un exercice qui demande beaucoup de quantification, de modélisation. On est sur les cash flows futurs, on essaie de voir aussi comment se comporte la compagnie d'assurance dans des environnements stressés, dans un scénario central, bien sûr, mais aussi dans des situations défavorables des marchés financiers et de la souscription. Dans ce sens, c'est clair, on va avoir besoin des actuaires et devront travailler ensemble, en synergie, pour pouvoir élaborer cette partie calculatoire. L'organisation en interne par rapport au risque, parce que c'est clair, avec l'ORSAN, nous avons le sujet de l'appétit au risque et sa déclinaison devient un sujet qui concerne tout le monde. Comme on l'a vu tout à l'heure, la déclinaison permet d'avoir des indicateurs quantifiables par métier opérationnel, par process opérationnel. Et dans ce sens, il faudrait beaucoup de conduite de changement pour pouvoir sensibiliser les parties prenantes. La gouvernance aussi, c'est un sujet majeur, puisque aujourd'hui, certes, toutes les compagnies d'assurance ont un conseil qui pilote l'entreprise avec des instances qui émanent de ce conseil, notamment des comités d'audit et des risques. Mais demain, il faudra aussi voir créer des comités spécialisés qui doivent se prononcer et gérer certains risques. C'est la tendance qu'on a observée en Europe, notamment avec des comités spécialisés pour la réassurance, pour la tarification, pour la gestion des placements, ainsi que pour les risques opérationnels. Le reporting est une dimension très importante qu'il faut prévoir dès le début. Dès le moment qu'on choisit les indicateurs, il faut bien définir on va dire les indicateurs pertinents qu'on doit utiliser dans la compagnie. Et dans cet exercice, il faut prendre aussi la culture de l'actionnariat, les pratiques de l'entreprise et ce qui existe déjà. Donc, c'est pour ça que nous avons, avec l'ORSA et dans les textes,
des grandes lignes, mais dans l'application reste quand même à l'appréciation des compagnies d'assurance. Et dont l'objectif, c'est vraiment de prendre en compte leurs spécificités. La qualité de données, donc c'est un sujet qui était vraiment très, très, très important historiquement, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre pour la tarification, pour le provisionnement, mais aussi pour tout ce qui est reporting. Aujourd'hui, donc il est toujours vraiment très important, puisque avec le SBR, nous avons quand même la notion de dispositif de qualité de données avec des critères de qualité de données et qui fait que ça prend, on va dire, sa place. Mais ça laissera davantage, donc demain, en termes d'importance, puisque avec l'ORSA, on est à un autre niveau. Donc, on veut projeter le SCR, c'est dans avec le profil de risque spécifique sur 5 ans, qui fait que ça demande des référentiels qui sont assez lourds à bâtir. Ça demande aussi une batterie d'hypothèses et ça demande aussi beaucoup de données pour pouvoir paramétrer ce modèle ORSA. Donc, la qualité de données, c'est un sujet qui est très important et que forcément que les compagnies d'assurance doivent mettre comme priorité s'ils veulent vraiment y aller dans ce sens. Alors, quelles sont les opportunités par rapport à la mise en place de ces dispositifs? Déjà, ça permet d'avoir une gestion proactive des risques en évaluant les risques d'une manière interne, en prenant en compte ces spécificités. Donc, les entreprises d'assurance auront la capacité de vraiment de préparer des plans d'action, des actions préventives pour réduire l'exposition ou les pertes en cas de situation défavorable. Ça permet aussi une prise de décision éclairée, puisque ça permet de fournir les compagnies d'assurance une meilleure compréhension de leur situation et de leur capacité à faire face aux risques. Tout ça dans une vision prospective. Et donc, forcément, ça donne de la clarté par rapport au pilotage des compagnies d'assurance. C'est un exercice qui peut et qui renforcera la confiance des parties prenantes, puisque les compagnies d'assurance démontreront avec cet exercice une certaine forme de transparence et de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, donc des régulateurs, bien sûr, des actionnaires, des investisseurs, mais aussi vis-à-vis des clients. Après, il ne faut pas oublier que c'est une exigence réglementaire, donc où les compagnies doivent respecter, mettre en place. Et ça permet aussi de respecter un objectif de régulateur qui est la résilience du secteur de l'assurance. Le dispositif ORSA, donc, il permet, dans une vision globale, de coller les morceaux des dispositifs ERM des compagnies d'assurance. Pour les dispositifs ERM, vous avez plusieurs référentiels, notamment ISO 31000, COSO, qui ont cherché quelque part à mettre les fondamentaux, les structures pour un dispositif ERM. Ben, en assurance, avec l'ORSA, nous avons un dispositif qui colle les morceaux, puisque ça permet de définir déjà quels sont les risques clés qu'il faut avoir à minima. C'est ce qu'on retrouve dans la formule standard. Et dans ce sens, l'obligation de régulateur, c'est vraiment d'exprimer son appétit par rapport à ces risques, notamment le risque de souscription, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de contrepartie. Par ailleurs, avec l'ORSA, nous avons aussi un modèle ou une métrique de risque. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'ORSA, on doit projeter les besoins de capital avec une certaine spécificité qui sont propres à l'entreprise. Et c'est déjà une métrique en soi. En plus, on a vu que cette métrique, il faut la décliner à l'ensemble des activités et des process de l'entreprise. Et donc, forcément, ça fait le lien, ça donne des indicateurs par rapport au contrôle, le dispositif de contrôle qu'on peut imaginer. Et par ailleurs, vu que ce dispositif impacte l'ensemble des parties prenantes, ça permet quelque part de diffuser la culture de risque qui est accompagnée par tous les dispositifs de reporting
et donc qui permet une certaine forme de maturité de dispositif ERM. Donc voilà, nous arrivons au bout de ce webinaire. Donc là, on laissera le temps aux questions. Euh,